Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Amandine François, coordinatrice de Victimes des pesticides du Québec. Donc on est en plein dans notre tournée de sensibilisation et ce soir c'est la dernière soirée. Je ne vais pas parler trop longtemps maintenant, on va avoir le temps de parler après. Je vais juste vous présenter nos panélistes avant qu'on commence la diffusion de l'héritage des pesticides. Donc ce soir nous aurons Francesca Cicchetti qui est professeure et chercheure à l'Université de Laval, Marie-Hélène Bacon qui est chercheure et coordinatrice du CREPA à l'UQAM et Serge Boilly qui est cofondateur et vice-président de Victimes des pesticides du Québec. Donc on vous en dit un petit peu plus après. En attendant, bon visionnage. Donc on va regarder l'héritage des pesticides qui est un épisode de la Semaine verte qui a été diffusé en mars 2023. C'est ça. Voilà, c'est un sacré petit coup. C'est la 5e fois pendant la tournée qu'on regarde ce documentaire, mais je peux vous assurer que c'est la 5e fois et que c'est toujours aussi difficile à regarder et que c'est assez pesant comme ambiance après, mais vous inquiétez pas, il y a un peu d'espoir quand même. Je vais pas parler trop longtemps, mais donc comme j'expliquais tout à l'heure, on est dans la tournée de sensibilisation au risque des pesticides. C'est notre 6e et dernière soirée. On est passé à Coteau-du-Lac, Gatineau, Victoriaville, Trois-Rivières, Montréal et ce soir Québec. Donc nous, c'est Victimes des pesticides du Québec. On est une petite organisation qui existe depuis décembre 2019, qui travaille main dans la main avec les agriculteurs et agricultrices pour sensibiliser les populations agricoles au risque des pesticides, mais on a aussi un gros travail d'accompagnement des victimes des pesticides dans leur démarche de reconnaissance, notamment auprès de la CNESST. Puis on essaye de sensibiliser aussi les populations, la population en général, comme vous peut-être ce soir, au risque des pesticides et ce que ça implique pour la société comme enjeu de santé publique. Donc je vais laisser la parole maintenant à nos panélistes. Je vais commencer avec une question et en fait je vais vous inviter à vous présenter, à expliquer pourquoi vous êtes là ce soir, quel est votre lien avec le dossier des pesticides et un petit peu votre parcours. Donc je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer, mais à vous la parole. En premier. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Je n'aurais pas besoin de parler plus fort ou prendre ma voix de prof. Mon nom, c'est Serge Boilly. Je suis cofondateur de l'organisme Victimes des pesticides du Québec, qu'on a fondé il y a plus de 4 ans. Je suis aussi vice-président. Je tiens à souligner parmi nous ce soir la présence de Monique, qui est aussi membre du CA. Amandine, qui est notre coordinatrice. J'ai écrit au tableau tantôt un petit mot. Ça vient de M. Serge Giard, qui est notre président, qui disait « Seul, on peut courir vite, mais en groupe, on peut aller plus loin. » Je pense, je n'ai pas besoin d'expliquer, ça prend tout son sens. J'ai été diagnostiqué maladie de Parkinson en 2019. Puis je tiens à souligner, c'est le docteur Pierre-L. Auger qui est ici parmi nous. Mon parcours a recommencé avec ce monsieur-là. Je me souviens comme c'était hier quand j'étais dans son bureau. J'hésitais, je n'étais pas sûr, je dis, vers où ça va m'emmener, vers où que ça va aller. Puis il dit, Serge, la décision est dans tes mains. Il dit, si tu veux y aller, on y va. Moi, il me reste juste à faire enter, puis ça part. Là, j'ai hésité, je ne savais pas trop. Finalement, j'ai dit, go, on y va. Puis ça a commencé à ce moment-là. Puis aujourd'hui, en 2023, bien, je suis reconnu maladie professionnelle due à l'utilisation des pesticides. On a entendu dans le documentaire M. Chouinard. Mon dossier a suivi pas très longtemps après M. Chouinard. C'est-à-dire, on est un peu les premiers en tant que soi avec la maladie de Parkinson. Il y a d'autres maladies, là, on en parlera plus tard. Là. Mais mon parcours, c'est un peu ça, c'est-à-dire sensibiliser les gens au danger d'utilisation des pesticides. Merci. Donc, Marie-Hélène Bacon, je suis sociologue de formation
Et j'ai toujours été, vous vous demandez, bon, une sociologue, comment ça on parle de pesticides? J'ai toujours une optique très interdisciplinaire et j'ai travaillé beaucoup sur toutes les questions de santé environnementale, des politiques publiques, la réglementation. Et j'ai travaillé aussi beaucoup sur les technologies émergentes, notamment, et leur évaluation. Alors, entre autres, j'ai beaucoup travaillé sur les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, qui, comme vous le savez, sont des pompes à pesticides, finalement. Donc, ces trois cultures en particulier, le maïs, le canola et le soya, qui sont génétiquement modifiés et qu'on peut arroser avec beaucoup de pesticides sans qu'ils en meurent, n'est-ce pas? C'est des désherbants, et ou qu'ils en produisent. Et là, bon, c'est pas juste des herbicides à base de glyphosate, aussi c'est du dicamba, c'est du 4D, puis là, c'est des empilements de gènes qui fait qu'on peut mettre 4, 5, 6 pesticides. Alors, j'ai regardé comment ils étaient évalués, impacts environnementaux, sanitaires. Donc, ça a été des recherches. Et ensuite, bon, on s'inquiétait beaucoup des impacts sanitaires et environnementaux des pesticides. Et en 2017, on a créé le CREPA à l'Université du Québec à Montréal, qui est le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques publiques et les alternatives. Donc, c'est un collectif de recherche qui est dirigé par Louise Vandelac, qui est professeure à l'UQAM. Et c'est un regroupement je dirais, d'à peu près 40 personnes. Il y a une vingtaine de chercheurs. C'est très interdisciplinaire. Donc, on a des toxicologues, des médecins, des sociologues, des gens en environnement, des gens en droit. On travaille beaucoup aussi en collaboration avec des ONG, dont Victimes des pesticides du Québec, et tant au Québec, au Canada et en France également. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement dynamique, puis qu'on regarde vraiment la question des pesticides et de leurs impacts sur divers angles, puis ça nous permet aussi de faire des liens entre diverses dimensions. Alors, donc, Pierre Auger est d'ailleurs membre du CREPA également en termes de chercheurs. Alors, on a plusieurs recherches sur ces thématiques-là, puis bon, on reviendra plus tard sur les impacts santé et la réglementation de ce qui a été présenté dans le documentaire. Est-ce que j'ai besoin du micro? Ah, pardon. Je pensais m'en sauver. Francesca Cicchetti, je suis chercheure au CHUL et professeure à la faculté de médecine à l'Université Laval. Alors, mon parcours, c'est que j'ai fait une maîtrise, un doctorat ici à l'Université Laval. Je suis partie à Harvard me spécialiser dans la maladie de Parkinson. Et j'ai toujours été intéressée par les maladies neurodégénératives. Puis quand j'ai été recrutée de nouveau à l'Université Laval comme professeure en 2002, je voulais développer des traitements pour la maladie de Parkinson. Et pour développer des traitements, j'avais besoin d'un modèle de la maladie et je voulais le modèle le plus fidèle possible des signes qui sont associés à cette maladie. Alors, j'ai utilisé des pesticides pour créer les modèles animaux. Et nous, dans le domaine de la recherche, c'est connu depuis très longtemps que les pesticides peuvent générer les mêmes signes pathologiques que la maladie de Parkinson. Les mécanismes d'action font en sorte qu'ils sont ils vont cibler spécifiquement des neurones qui sont attaqués dans la maladie de Parkinson. On connaît tous ces mécanismes-là. Donc, nous, ça fait longtemps en recherche fondamentale qu'on utilise des pesticides pour créer la maladie de Parkinson en laboratoire. Donc, moi, j'arrive d'une autre perspective. Je n'étudie pas le lien des pesticides avec la maladie, mais j'utilise les pesticides pour créer la maladie. Donc, c'est à quel point on est convaincu du lien entre les pesticides et les maladies neurodégénératives, entre autres la maladie de Parkinson. Merci beaucoup à tous les trois. J'aurais une deuxième question, qui serait de savoir, on vient de le voir, on parle de plus en plus de l'impact des pesticides, des risques pour la santé humaine, des risques sur la biodiversité. Mais alors, pourquoi ce tabou autour des pesticides? Pourquoi on connaît, mais on en parle si peu? J'aimerais vous entendre tous les trois sur cette question. On recommence. Je pensais qu'on allait partir de là-bas sans aller ici. Ben, c'est pas compliqué. Le pourquoi qu'on en parle si peu, c'est un peu se mettre la tête dans le sable. Les agriculteurs, on ne mettra pas le fardeau sur les agriculteurs. C'est tout ce qui est l'agrochimie, le poids des multinationales qui fabriquent ces produits-là. Puis,
on ne se cachera pas, les agronomes du Québec, la plupart, 60%, je ne veux pas me tromper ces pourcentages, mais 60% des agronomes du Québec sont des représentants de ces compagnies-là pharmaceutiques qui font des produits toxiques. C'est-à-dire, le fabricant envoie un agronome chez un agriculteur, il dit « Utilise mon produit, puis tu vois, ça va bien aller. » Là, il y a un lien de confiance qui se fait. C'est un peu de la cause et effet. Puis, là, pourquoi on en parle si peu? Quand on a un diagnostic d'une maladie, on ne saute pas dans les airs en disant « Hey, moi, je l'ai attrapé. » C'est-à-dire, c'est un peu de la peur, de l'ignorance, un peu un constat d'échec aussi en même temps. Tu te dis, ben, pourquoi moi j'ai cette maladie-là? J'ai-tu fait quelque chose, moi, qui n'était pas correct? Puis ça, ben, on en parlera un peu avec la CNESST tantôt, parce que c'est un autre fardeau, ça aussi. Mais je pense qu'en général, là, pourquoi on en parle si peu, ça prend des réunions comme on fait ce soir pour semer des graines. Puis on n'a pas besoin de remplir le centre Vidéotron là, pour semer des graines. Ça prend de l'assistance comme ça. On a commencé, on rejoignait 1, 2, 3 personnes. Là, je n'ai pas fait un décompte ce soir, mais je pense qu'on a pas loin d'une trentaine. Bien, c'est d'en parler. C'est comme ça qu'on réussit à conscientiser la cause. Oui, mais c'est vrai qu'on en parle peu. Puis ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas de recherche fondamentale qui se fait sur l'impact des pesticides en santé, en environnement. Ça, dans la littérature, il y en a depuis très, très longtemps. On est au courant. Mais c'est vrai qu'on en parle peu au Québec. Puis je dirais, on en parle quand même plus que l'on en parlait. Ça, c'est certain. Parce que quand on a commencé à travailler sur ça, je dirais dans les années, 2017, je me rappelle, on avait organisé un colloque à McGill justement sur les pesticides. Puis l'équipe de la Semaine verte avait été là, était venue. Puis ça a été les premiers reportages qui ont été diffusés sur les pesticides au Québec. Puis je trouve que depuis 2017, il y a tellement eu plus d'informations dans les médias, notamment. La question a été mise vraiment plus exposée à travers divers médias. Puis, je dirais, il y a eu l'affaire, il y a Louis Robert, qui a aussi, l'affaire Louis Robert, qu'on appelle, qui a aussi fait beaucoup couler d'encre. Ça a permis de conscientiser. Il y a eu la CAPEN, la Commission d'audience publique, où beaucoup de groupes, on est allé présenter là-bas. Donc, je pense qu'il y a eu quand même du chemin qui a été fait au cours des derniers 6-7 ans, mais c'est très, très peu. Ça reste très peu. Les gens ne seront pas encore au courant des impacts. Ils ne mesurent pas vraiment l'ampleur de ce qui se passe. Et à l'origine de tout ça, comme on l'a mentionné, je pense que les pouvoirs publics sont responsables de cette situation-là parce qu'ils ont autorisé, en disant à tout le monde, en disant aux agriculteurs, aux agricultrices, à la population, inquiétez-vous pas, il n'y en a pas de problème. Hein? Vous suivez ce qui est marqué sur les étiquettes, il n'y aura pas d'impact sur la santé et l'environnement. Puis ça, je pense qu'à la base, c'est un problème fondamental, la responsabilité des pouvoirs publics dans l'ignorance actuelle. Bon, comme je le mentionnais, là, nous, ça ne date pas d'hier qu'on connaît ce lien-là. En fait, des travaux qui datent de la fin des années 70, début des années 80, par André Barbeau, un neurologue très célèbre. Cet individu-là avait déjà démontré que dans les régions, par exemple, de Trois-Rivières, où il y avait beaucoup d'agriculture, il y avait une plus grande prévalence des maladies neurodégénératives, en particulier la maladie de Parkinson. Donc, lui, ça a été un pionnier dans le domaine et ça fait très longtemps que c'est connu. D'ailleurs, le Québec était reconnu comme étant un chef de file dans ces domaines-là, c'est-à-dire les études épidémiologiques qui démontraient un lien entre les pesticides et les maladies neurodégénératives. Donc, c'est connu depuis très longtemps. C'est sûr que le chercheur fondamental, nous, on est une bête un peu spéciale. Hein. On est dans nos laboratoires, dans notre microscope, puis on ne sort pas beaucoup. Puis c'est sûr qu'on ne va pas crier aux médias ce qu'on a trouvé. Puis on fait affaire aussi avec une autre bête un peu spéciale, les neurologues. Puis des fois, on ne se parle pas tout le temps assez. Donc, eux font des diagnostics. Nous, on connaît des choses qu'ils ne connaissent pas, puis on se parle moins. Donc, je pense que c'est vraiment un problème de communication. Et moi, je suis ici, ça m'étonne toujours parce que j'ai commencé par faire ma
petite recherche, faire mes petites choses. Puis là, je suis rendue à faire des commissions parlementaires, à parler à des groupes du grand public qui s'intéressent à ces projets-là. Moi, je n'avais pas l'habitude, mais je pense que c'est justement en sortant de notre zone de confort, en apprenant à vulgariser ces données-là, parce que lire un article scientifique, c'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est comme ça qu'on va pouvoir, je pense, commencer vraiment à faire des démarches qui vont avoir quelque chose, un outcome vraiment tangible. J'aurais une question peut-être plus pour vous deux, puis Serge, je reviens plus sur ton cas après. Je voudrais savoir, donc on connaît maintenant le lien entre la maladie de Parkinson et l'exposition aux pesticides. Où en est la recherche au Québec sur ce lien-là et sur le lien entre l'exposition aux pesticides et les autres maladies? Bon, je pense que l'exemple le plus frappant, ce serait de voir qu'on commence déjà à indemniser des gens. Je pense au cas de M. Chouinard. C'est, je pense, une espèce de preuve plus tangible qu'on commence à reconnaître ce lien-là. Il y a plein de publications qui démontrent ce lien-là, que ce soit par des études épidémiologiques. En France, vous avez déjà une avance sur nous. Je pense que la reconnaissance de la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle s'est fait bien des années avant nous. Donc, c'est sûr que le Québec, on doit emboîter le pas, là, et puis on doit suivre un peu l'exemple de d'autres pays comme la Suède. Il y en a plein d'autres pays qui ont fait ces démarches-là avant nous. En termes de recherche, oui, il se continue de se faire de la recherche épidémiologique, mais c'est drôle, hein, dans notre milieu, c'est comme un fait accompli. On est conscient de ça, on le reconnaît. Alors, de faire plus d'études, oui, ça va apporter plus d'évidence, mais c'est pas quelque chose auquel on est confronté où on dit, on n'y croit pas, ou on a besoin de plus d'évidence. On n'est pas du tout à ce stade-là. Donc, je ne sais pas si financer plus de recherche, ça va apporter beaucoup plus. Mais là, je pense qu'on est rendu à une autre étape, c'est de faire reconnaître cette recherche-là, puis s'assurer que tout le monde est au courant de cette recherche-là, parce que c'est en fait une décision de société à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces toxines-là, comment on peut arrêter de les utiliser. Bon, la recherche. On pourra en parler longtemps. Je vais commencer par un petit détour par l'ARLA. Parce que c'est important, un des prérequis pour faire... Oui, qui est l'Agence de lutte antiparasitaire du Canada, qui est l'agence qui s'occupe en fait d'évaluer et d'autoriser les pesticides au Canada. Et cette agence-là, en fait, fait preuve d'un manque beaucoup de rigueur, oui, beaucoup de rigueur dans son manque de transparence. Alors, donc, on l'a mentionné, premièrement, toute l'évaluation est basée sur les données de l'industrie, ce qui signifie que toute la recherche indépendante sur les impacts des pesticides n'est pas tenue en compte. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vraiment, si on prend par exemple l'exemple des herbicides à base de glyphosate, quand ça a été renouvelé en 2017, j'ai regardé tout ce qui était en termes de toxicologie et le gros de la littérature scientifique indépendante avait été publié au cours des 10 dernières années. Et l'ARLA n'a pas tenu compte de 12 références seulement de ces centaines d'études indépendantes d'impact sur la santé. Donc, ils n'ont pas du tout tenu compte de la littérature scientifique indépendante. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on n'a pas du tout accès aux études des compagnies, même avec l'accès à l'information, parce que c'est considéré comme étant des secrets commerciaux. Alors, on n'a pas accès, donc on ne peut pas avoir en recherche, on ne peut pas contre-vérifier ce qui a été présenté à l'ARLA comme base pour approuver ces pesticides-là. Donc, ça, c'est une part. Et d'autre part, on ne peut même pas avoir accès aux données de vente. Donc, ça, c'est extrêmement important. On a fait l'expérience, on a utilisé la loi sur l'accès à l'information pour avoir toutes les données de vente au Canada par rapport au glyphosate, 2,4-D, dicamba, mais aussi plusieurs des pesticides qui sont liés à la maladie de Parkinson et les néonicotinoïdes. Alors, on a eu des données considérant tous les pesticides liés au Parkinson complètement caviardés. On n'a rien eu.
néonicotine, la même chose. Donc, on n'est même pas capable de savoir quelles sont les quantités vendues au Canada et où exactement et quoi. Et c'est la même chose au Québec. Donc, en termes de faire des études épidémiologiques, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a été utilisé, où, en quelle quantité et depuis quand. Et quand on regarde des maladies chroniques qui peuvent apparaître après 20 ans, par exemple, l'exposition, ça, c'est des données qui sont extrêmement importantes. Mais on n'a pas du tout accès à ça. Donc, c'est vraiment un très, très gros frein en termes d'évaluation d'impact et de recherche sur le terrain. Et c'est important parce que si on regarde, par exemple, la hausse des taux de cancer au Québec, on réalise que, bon, en région agricole, par exemple, en Montérégie, mais c'est beaucoup plus important, en fait, que dans le reste du Québec. Si je regarde les lymphomes non-hodgkiniens, même chose. Donc, je veux pas je l'ai noté, là, parce que je voulais pas vous dire n'importe quoi en termes de données, mais on a eu une hausse d'à peu près 190 des lymphomes non-hodgkiniens au Québec, mais en Montérégie, ben, on est presque à 270 puis en Estrie à plus de 300 Donc, vraiment, on voit sur le terrain, ne serait-ce qu'en termes statistiques, qu'on a une prévalence de maladies qui est plus importante. Même chose pour les troubles du spectre de l'autisme. Au Québec, on a eu une hausse fulgurante d'à peu près 850 en 10 ans. De la prévalence du spectre de l'autisme. Au Québec, on est à peu près 1 sur 79 enfants âgés de 4 à 17 ans. En Montérégie, on est à 1 enfant sur 46. Sur 46. Donc, je pense que c'est extrêmement important, effectivement, de faire de la recherche, de documenter ça. Et malheureusement, au Québec, on n'en a pas. Au Canada, pas beaucoup non plus. Alors, je pense que c'est important de faire de la recherche et c'est vrai que fondamentalement, on sait, on a la preuve scientifique, mais on a besoin aussi de données épidémiologiques. Et hier soir, on était à l'UQAM pour un autre panel et les avocats qui travaillent sur ça, ils disent ils veulent des données pour le Québec. Ils n'aiment pas ça quand on arrive avec des données du Canada. Souvent, on va utiliser celles de France, mais il nous faut quelque chose parce que lorsqu'ils vont plaider pour la reconnaissance, ils ont besoin de cas qui est ancré au Québec. Donc, c'est vraiment très, très important. Puis, peut-être, dernier élément avant de passer le micro, une chose qui est très importante aussi, c'est qu'au Canada et au Québec, on parle toujours de l'ingrédient actif. Mais ça, c'est induire les gens en erreur. Puis ça a été monté de toutes pièces des compagnies qui ont mis ça de l'avant. Parce que c'est pas vrai que personne n'utilise des glyphosates. Hein? C'est des herbicides à base de glyphosate. Donc, c'est des formulations commerciales qui contiennent des métaux lourds comme de l'arsenic, du POEA, par exemple, qui est interdit en Europe depuis 2016, alors qu'au Canada, il n'y en a pas de problème. Alors, lorsqu'on regarde les pesticides, puis ça, ces coformulants-là, ça peut augmenter jusqu'à 1000 fois la toxicité d'un pesticide. Alors, c'est très, très... Ça induit en erreur de parler juste de glyphosate, juste de dicamba, juste de mancozeb. C'est des formulations commerciales qui sont très toxiques. Puis quand on vous dit, bien, on a appliqué 100 000 tonnes de tel pesticide, de tel ingrédient actif, en réalité, vous disiez, par exemple, dans le cas du glyphosate, les herbicides à base de glyphosate, le glyphosate, là-dedans, là, ça peut représenter entre 40 et 70 de l'herbicide. Alors, des fois, votre quantité là, de millions de tonnes, bien, vous pouvez multiplier ça des fois par 4. Donc, en termes de quantité, c'est énorme. Puis là, bien, il faut que vous dites qu'il n'y a pas juste un pesticide dans un champ. Des fois, on en a 3, 4. Et en milieu agricole, il y a eu beaucoup, des études, surtout en Europe, ont montré, par exemple, dans les écoles puis dans les parcs, on peut retrouver jusqu'à 100 pesticides différents dans les salles de classe. Dans les salles de classe en milieu agricole. Donc, je pense que c'est extrêmement important, la question de la recherche et qu'est-ce qu'on étudie, et donc, je pense que je vais m'arrêter là. Mais non, donc, c'est des donc, c'est des questions qui sont fondamentales puis sont extrêmement importantes. Alors, voilà.
Non, c'est très bien parce que ça fait un bon lien avec la question suivante. On disait justement, hier soir, on était à l'UQAM. Parmi les panélistes, il y avait Maître Mongeon, qui est avocate et qui est très impliquée dans la défense des victimes des pesticides. Nous, on lui référence beaucoup de victimes parce qu'on sait qu'elle est spécialisée dans ce dossier. Puis elle a justement suivi le cas de Serge. Donc Serge, j'aimerais bien, si tu peux peut-être expliquer un peu comment s'est passé ton parcours de reconnaissance, comment t'en es arrivé jusque-là, vas-y. J'ai combien de temps? Non, je vais y aller de façon concise. Quand on a un diagnostic de Parkinson, c'est pas écrit nulle part qu'on fait un lien avec les pesticides. Moi, quand j'ai reçu mon diagnostic en 2019, j'avais aucune idée, je ne connaissais pas cette maladie-là, j'avais pas d'antécédents dans le familial, j'avais pas de lecture scientifique qui était faite là-dessus. C'est tout simplement mon beau-frère qui me dit « Serge, écoute l'émission Découverte, ils font des liens entre les pesticides et la maladie de Parkinson. » Ah, je l'ai écouté, et là, la lumière s'est faite. Mais pour moi, la lumière s'est faite. Mais la lumière, encore en 2023, se fait pas automatiquement des maladies neurodégénératives, puis l'utilisation de pesticides. Après ça, le processus est long, là. Moi, ça fait 4 ans que je suis avec la CNA-CSST, puis c'est pas terminé, là. Je suis reconnu, mais ça s'arrête pas là, là. Moi, ils vont me talonner, puis à chaque fois que j'ai un appel d'un agent, moi, j'entends. Monsieur Boily, avez-vous fait... C'est pas compliqué, j'ai l'impression de passer un interrogatoire comme si j'étais le pire des bandits sur Terre. Tu sais, je me sens comme Al Capone. Ils sont à veille de me mettre en prison parce que je suis en train de mentir. Tu sais. Là, je leur dis, je vais parler seulement qu'en présence de mon avocat. Mais non, c'est pas vrai. Maître Mongeon est rentré dans mon cas, je vous dirais peut-être 1 an après la reconnaissance. Parce que M. Auger avait signé mon document, puis ça a été un refus. C'est pas compliqué. Dans les maladies, on pourrait dire les maladies professionnelles, c'est quasiment automatiquement un refus, dans tous les cas. Dans 50% des cas, après ça, les gens abandonnent par manque d'information, manque de connaissances, de la peur, les coûts que ça peut impliquer. Ça implique la famille aussi là-dedans. Puis moi, après ça, j'ai dit le refus, j'ai dit non, moi je suis pas capable de me battre seul. Je connais pas ça. Là, j'ai fait affaire avec Maître Mongeon. Et j'ai appris beaucoup de choses depuis ce temps-là. Puis Maître Mongeon, maintenant, comme Amandine dit, on irait faire des cas. Mais c'est tellement, tellement, tellement compliqué, le processus de reconnaissance. C'est de la paperasse. J'ai un document de 100 pages là, qui m'a été envoyé par la CNA-CSST. On se perd dans les lectures, puis c'est facile de se faire bourrer le crâne aussi par les agents. Moi, j'en suis à ma 6e agente depuis 4 ans. Mon dossier, moi, ça s'appelait « dossier Potouche ». Puis l'agent me l'a dit, il dit « Votre dossier, il était sur le dessus d'une table, puis on était 10 agents autour. » Puis personne ne le prenait. Puis là, l'agent a dit, moi, elle me l'a dit, là, je ne fais pas d'histoire. Elle me l'a dit, elle dit, finalement, j'ai pris ton dossier. Elle dit, ça m'intéressait, je trouvais que c'était un beau défi. Tant mieux, ça va être un beau défi pour moi aussi. Mais tu sais, après ça, il quitte. Là, ça recommençait encore au départ. Tu te fais questionner sur les mêmes questions, puis tu entends tout le temps. Tu sais, ça vient tannant. Mon parcours est un peu ça, c'est... Je pourrais parler encore longtemps, là, mais je vais faire ce cours. Là. Oui. Non. Moi, j'ai été applicateur de pesticides. Je possédais une compagnie d'entretien paysager. J'ai appliqué des pesticides de 1990 à 2000. Et après ça, j'ai changé de métier tout simplement, qui fait en sorte que de 2001 à 2022-2023,
ben, le métier que j'exerçais n'avait aucun lien. Puis, je ne sais pas si on peut parler un peu de la loi, le fait de... Non, on ne va pas là-dedans? Ben, parce que la loi 59 qui a été mise en place en 2021, quand moi j'ai fait ma demande en 2019, elle n'existait pas à ce moment-là. C'est ça. Puis ma maladie, moi, elle s'est déclarée 19 ans après ma dernière application. Puis la loi 59, c'est 10 ans et plus d'exposition à des pesticides. 2, d'avoir cotisé à la CNESST. Et 3, d'avoir... La maladie se déclare 7 ans après la dernière application. J'ai dit quoi? Ben, 7 ans après la dernière exposition. Moi, je ne respectais pas cette condition-là. Puis en plus, quand tu as un diagnostic de Parkinson, tu te dois de faire une demande à la CNESST 6 mois après le diagnostic de ta maladie. Tu sais, il y a beaucoup d'embûches. Puis je vous dirais, moi, les astres, là, ils étaient vraiment bien alignés pour moi, parce que dans le fond, le 6 mois, je ne le respectais pas. Puis le 7 ans, pas le 17, le 7 ans, je ne le respectais pas non plus. Je me suis un peu faufilé au travers de cette loi-là, qui m'a permis, pareil, d'être reconnu. Puis Maître Mongeon, moi, c'est mon sauveur pour moi. Puis, tu sais, pour voir des victimes, ben, je dis pas de façon quotidienne, mais des victimes qui nous appellent, puis qui sont... Veux pas, quand tu as un diagnostic d'une maladie, que ce soit peu importe le Parkinson ou d'un autre, c'est la fin du monde. C'est pas compliqué. Un diagnostic de cancer, de maladie, ou peu importe. Pas aussi compliqué qu'un décès. C'est un drame. C'est-à-dire, les appels qu'on a des gens, c'est de la détresse. C'est des gens qui sont dépourvus. Puis on essaie de les aider du mieux qu'on peut avec le très, 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 très peu de moyens qu'on a de pouvoir le faire. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher. On est des bénévoles dans cet organisme-là. Puis on en reparlera plus tard. Tu sais, Amandine est la seule salariée de victimes des pesticides. Puis on n'a pas de subvention gouvernementale pour nous aider à survivre. On ne vit que des dons privés, des dons des jardins, loges, de vigilance OGM, des dons du public, des victimes. Avec ça, on ne réussit pas à survivre. En tout cas, on en parlera plus tard. Là, mais dans le fond, c'est ça ma démarche. Merci Monique en passant. Les gens ne savaient pas d'où que je venais. Merci. Francesca, j'aimerais bien vous entendre parce que vous avez accompagné le dossier de M. Chouinard qu'on voit justement dans la Semaine verte. Quel était votre rôle en fait dans ce dossier-là et comment vous avez apporté avec vos connaissances de l'aide à ce dossier? Dans le cadre de ces recherches-là, je m'étais intéressée justement à la question de façon un petit peu plus large. Là, à part utiliser le pesticide pour créer des modèles de Parkinson, je m'étais intéressée à la question quelles sont les évidences épidémiologiques de ce lien-là. Et on avait écrit un chapitre de livre, je pense en 2015 ou quelque chose comme ça, qui avait été repris à la commission parlementaire, qui avait été repris par Parkinson Québec. Alors, je connaissais comme généralement la littérature. Et puis, j'avais rencontré M. Chouinard à la commission parlementaire, donc il m'avait fait venir comme experte, témoin experte, pour apporter encore plus de poids à cette cause-là. Puis, j'avais pu discuter là, des données que je connaissais de la littérature. Merci. Avant qu'on passe aux questions pour le public, j'aurais 2 dernières petites questions pour vous. Là, on comprend que se faire reconnaître comme malade professionnel, c'est un parcours du combattant. Il y a une comparaison qui est faite dans la Semaine verte entre la situation en France puis au Québec. En France, le système est loin d'être parfait, mais on voit qu'il y a quand même une liste de maladies qui est conséquente comparée à la France. Je peux remettre les maladies. Donc, pour la plupart, en fait, celles qui ont le présomption de lien est fort. Ces maladies-là sont reconnues pour la plupart en France comme maladies professionnelles. Puis, il existe même maintenant un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides. Comment est-ce qu'on explique la différence entre la France et le Québec? Louise, hier, a beaucoup dit il y a juste un océan qui nous sépare. Alors, comment est-ce qu'on explique qu'en plus, on parle la même langue, on peut s'appuyer sur les mêmes recherches? Pourquoi il y a cette différence? Peut-être en tant que sociologue, Marie-Hélène, tu as des points à nous apporter. Premièrement, le Canada est très, très en retard par rapport à l'Union européenne.
globalement. Ne serait-ce qu'en termes de nombre de pesticides, alors qu'il y a plus de 400 pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Au Canada, c'est à peine 32. Il y a cette semaine, il y a 5 autres pesticides perturbateurs endocriniens qui ont été interdits et plus le S-métallochlore qui est extrêmement toxique aussi, qui ont été interdits dans l'Union européenne. Ici, ce n'est pas le cas. Sur les pesticides hautement dangereux, sur la liste de l'ONU puis de la FAO, il y en a 145, je crois, il y en a uniquement 25 qui sont interdits au Canada. Donc, on est extrêmement en retard en termes d'interdiction. Ça, c'est beaucoup lié aussi au mode d'évaluation qui a été promu au Canada, notamment qui n'était pas axé sur le principe de précaution, mais vraiment sur la gestion du risque. Et ça, c'est quelque chose qui a été poussé beaucoup par l'industrie agrochimique et pas nécessairement pour les pesticides, ça a été quelque chose aussi qui a été développé dans le cas de la cigarette et de l'amiante. Donc, de vraiment mettre l'accent sur la gestion des risques, on va gérer les risques pour permettre une utilisation sécuritaire de ces produits-là. Donc, ça, je pense que c'est au niveau des politiques puis au niveau d'évaluation scientifique, ça joue énormément en termes de... pour expliquer, en fait, pourquoi nous sommes si en retard. Je sais que, bon, l'industrie joue un très, très grand rôle. On ne peut pas minimiser, en fait, c'est même pire. Je pense qu'on pensait, on savait qu'il y avait une capture vraiment au niveau scientifique puis au niveau politique par l'industrie agrochimique, mais plus on fait de recherche puis plus on réalise à quel point c'est de la coopération. Les gens qui sont chez CropLife, par exemple, qui est l'industrie l'association qui représente les industriels dans l'agrochimie, travaille en collaboration avec les gens de l'ARLA, avec les gens de la CIA, avec les gens de Santé Canada. Et là, je parle vraiment d'être assis, de développer des concepts, de développer des orientations, de développer des stratégies de communication. Et ça, c'est des choses qu'on sait lorsqu'on a accès à des documents internes. Et tout à l'heure, on parlait du Tiger Team. Ce Tiger Team-là, ben, c'était un exemple sur la réglementation des OGM, des nouveaux OGM qui utilisent du CRISPR-9, où l'industrie a vraiment écrit des définitions et a réussi à imposer le fait de ne pas réglementer ces nouveaux OGM-là, alors que le Québec voulait que ce soit réglementé également. Et donc, ça, c'est extrêmement problématique parce que ça signifie que là, ce sont des industriels qui prennent des décisions au niveau politique, au niveau scientifique, et donc ce n'est pas des gens qui ont été élus et ce n'est même pas des employés de Santé Canada. Alors, il y a vraiment, au niveau démocratique, là, c'est extrêmement problématique en ce moment. Et donc, je pense que cette ingérence-là, ce pouvoir-là de l'agro-industrie est également extrêmement présent au Québec. On est dans une industrie qui, alors déjà, il y a 15-20 ans, il y avait plusieurs compagnies de semences, plusieurs compagnies. Là, on est rendu à peu près 5 compagnies qui sont à la fois des semencières, qui vendent des pesticides, qui vendent des engrais. Donc, les enjeux économiques sont extrêmement importants et je dirais que l'insertion de ce pouvoir-là à divers niveaux est extrêmement importante aussi. Je ne dis pas qu'en Europe, il n'y en a pas. Il y a un lobbying, puis il y a aussi, ils ont des problèmes très, très importants, puis avec les années, ça augmente de beaucoup, là. Mais ça, je pense qu'au niveau, en tout cas politique, là, c'est extrêmement important. Je pense que ça répond bien. Est-ce que tu voulais... Ok, parfait. Avant qu'on passe au public, j'aurais une dernière question pour vous trois. La tournée, l'objectif, c'est de sensibiliser au risque des pesticides. Mais d'après vous, dans vos milieux, quels seraient les moyens pour qu'il y ait une meilleure sensibilisation au risque des pesticides, qu'on en parle plus, qu'on reconnaisse plus les victimes? Serge. Je fais la modèle. Pourquoi tu me renvoies toujours le micro, Francesca? C'est quoi la question? Non, je fais des blagues. Le Parkinson, des fois, ça fait perdre la mémoire, mais là, c'est de la mémoire sélective. C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'en parler. Je
Je pense que la première chose, c'est d'en parler. Vous savez, dans l'histoire du Québec, chaque gain qui s'est fait au niveau de la société, c'était de faire des revendications. Mais c'est des mouvements de groupe, c'est d'en parler, c'est de dénoncer. Moi, je dénonce haut et fort l'utilisation de pesticides parce que moi, ça m'a rendu malade. Puis je suis pas le seul, là. Puis là, on en voit de plus en plus des cas de maladies professionnelles. Regardez, oui, le tableau est encore en arrière de moi. Dans le tableau en arrière de moi, la seule maladie qui est reconnue, c'est la maladie de Parkinson. On devrait être rendu beaucoup plus loin que ça, là, présentement. Puis dans le reportage, on parlait du travailleur mexicain qui a été reconnu, mais lui, c'est un lymphome non-hodgkinien, mais il n'est pas dans la liste. Il a réussi pareil, mais c'est une bataille. Puis même encore aujourd'hui, on l'a appris hier là, avec Michel Pilon, qui est encore en train de se battre encore pour aller chercher une indemnité. Puis moi, en tout cas, de la façon que je vois ça, c'est d'en parler, c'est de faire des réunions comme on fait là, c'est de sensibiliser les gens, puis de faire des pressions sur nos politiciens aussi en même temps. Dire, des fois, ils ont comme la langue de bois, mais les seules fois que nos politiciens nous écoutent, c'est quand on revendique quelque chose. Puis ça prend pas... des fois, ça prend pas 1000 ans. Des fois, ça prend... Tu sais, je faire bouger la Tiger Team, là, ça n'a pas pris 1000 ans, là. Ça n'a pas été long. Puis, voilà 2 ans et demi aussi, à Santé Canada, il avait fait augmenter la toxicité d'un herbicide, dont le Roundup, pour les champs, l'utilisation dans les champs canadiens, de l'Ouest canadien. Ça n'a pas été long, ça a pris ni une des deux. Mais Vigilance OGM a fait une demande d'accès à l'information. Puis ça a été long, quelques mois plus tard. Ils ont reçu par communiqué 250 pages blanches. Ça, c'est la loi d'accès à l'information. Dominique rit pas, c'est vrai. 250. Il y a un fonctionnaire ou quelques fonctionnaires, je n'ai rien contre les fonctionnaires en passant, là, mais il y a quelques fonctionnaires qui ont fait travailler là-dessus pour envoyer 250. Vous voyez encore où qu'on est rendu, mais il faut dénoncer. Il faut le dire, le crier haut et fort. C'est notre santé qui est en jeu. C'est la nourriture qu'on mange, c'est tout ce qu'on consomme, tout est là-dedans. Là. Tout ça passe là. C'est dénoncé. C'est des mouvements de population qui vont faire en sorte que ça va avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, je pense qu'il faut en parler, effectivement. Il faut en parler dans tous les milieux. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Je me rappelle, en 2018, j'ai fait une conférence à la faculté de médecine à l'Université de Sherbrooke. Pendant 1 heure, je leur ai parlé des impacts de santé avec les pesticides. Tout le monde me regardait avec des yeux comme ça. Puis ils sont venus me dire, mais on n'en a jamais entendu parler, ça ne fait pas partie de notre formation, ça ne fait pas de... Et là, donc, ils étaient vraiment estomaqués tout d'un coup d'apprendre tout ça. Donc, en termes de ce que je peux faire, moi, je peux justement, des soirées comme ce soir, je trouve ça fantastique. Mais c'est dans divers milieux, je pense, qu'il faut faire ça. Il faut faire ça aussi au niveau politique. Je pense que c'est extrêmement important quand on parle aux gens. Les individus sont surpris. Ils sont vraiment surpris d'apprendre ce qu'on a à leur dire parce que les gens ne s'imaginent pas que c'est comme ça. Je pense qu'il y a un travail aussi qui est très important à faire au niveau de la population qui travaille justement agricole. Ça, je pense que c'est très important parce que ces gens-là ne sont pas au courant, tout simplement. Ils ne sont pas au courant pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants. Et ça, je pense qu'il y a tout un travail aussi à faire avec eux. Puis ça peut être des rencontres, ça peut être des films, ça peut être... Je pense qu'il y a divers moyens, puis chaque personne dans son réseau, avec ses compétences, je pense plus on en parle, puis plus ça va être la façon de sensibiliser puis de faire bouger les choses. Puis bon, ben en tant que chercheur, ben c'est ça, on peut agir à divers niveaux, on peut publier aussi.
là, j'ai un article qui sort dans le CMAG, donc c'est la Canadian Medical Association Journal. Donc, ça s'adresse à des médecins. Donc là, bon, c'est un petit article, mais on sait que parmi les médecins, mais c'est pas nécessairement au courant. Donc, on se dit, bon, là, ça va être pan-canadien. On a sorti quelque chose sur la transparence puis les impacts santé. Alors, bon, c'est des petites choses, là, mais bon, si tout le monde qui a des connaissances peut faire, dans la mesure du possible, ce qu'il peut, ben moi, je pense que ça peut modifier. Moi, j'adore les soirées comme ça parce que j'apprends tellement. Là. Je suis comme une éponge, puis je suis en admiration devant mes coéquipiers ici de panélistes parce que j'ai appris beaucoup. Puis ça me fait justement réaliser que même si on est très au courant de notre palier, de notre recherche fondamentale, bien, il y a tout un gap entre les deux. Vous me parliez de recherche épidémiologique qui était presque inexistante, alors que moi, je baigne dans une mer d'informations sur les liens entre les pesticides et la maladie de Parkinson. Je travaille sur un autre dossier en ce moment. Je vais terminer avec ça, puis je ne peux pas trop en dire, mais je dois démontrer ou je dois regarder le lien entre l'exposition au paraquat, qui est un pesticide, vendu par la compagnie Syngenta, et le développement de la maladie de Parkinson. Quand j'ai tapé sur nos engins de recherche comme PubMed, paraquat, je trouve 8000 articles. Quand je tape paraquat maladie de Parkinson, je trouve 3000 articles. Quand je cherche tout ce qui est pertinent, j'en ai 800 à résumer. Donc ça, c'est la quantité d'informations. Et sur les 800 articles scientifiques que j'ai répertoriés, il y en a 2 qui sont neutres. Tous les autres démontrent qu'il y a un effet incontestable entre l'exposition aux pesticides et le développement de la maladie de Parkinson. Donc, l'information, on en a là. On en a des tonnes et des tonnes, en tout cas en recherche fondamentale. Maintenant, clairement, il y a des lacunes dont moi, je ne connaissais même pas l'existence. Et je pense qu'à tous les paliers, si on se parle comme ça, puis on rejoint plein de gens de plusieurs expertises, bien, c'est des preuves complémentaires qui vont faire qu'en bout de ligne, on est obligé d'être devant le fait accompli, de dire « Ah, il y a ça en recherche fondamentale, il y a ça en recherche épidémiologique, il y a des patients, il y a des gens et des citoyens. » Je pense que c'est ça qui va faire la force de ce mouvement-là. Puis moi, j'admire toute l'énergie des gens de Victimes Pesticides Québec. Vous avez vraiment toute mon admiration pour le temps, le bénévolat que vous mettez là-dedans. Je pense que c'est avec des gens comme vous qu'on va vraiment là, soulever des montagnes. Merci beaucoup. On pourrait prendre les questions de la salle. Il y en a une première ici. Comment ? Répétez la question. Ma question ? Oui, oui, vas-y. Commentaire. Est-ce que tu veux prendre le micro, Pierre ? Parce qu'on a besoin de prendre dans le micro. Ouais, comme on enregistre, il faut que... C'est bon si on fait ça, c'est un commentaire. Ensuite, ce qu'il vient de se dire concernant l'information, la première cause des décès au Québec, c'est le cancer. Plus de 60% des gens. Si vous regardez tous les jours dans la presse, n'importe quel journal, là, les gens qui meurent, là, 6 fois sur 10, c'est un cancer. C'est quand même énorme, 6 fois sur 10. Le cancer, ça vient d'où? Tu le dis, toi. Ça vient de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, de l'air, de l'eau qu'on boit. De l'eau qu'on boit, mais qui s'occupe de l'eau? On vérifie les bactéries, tout ça. Donc, c'est assez paradoxal, ce qu'on entend, puis on dit, on ne fait pas le lien du cancer avec ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit. Alors, c'est assez... et les politiciens sont là-dedans tous les jours. Puis même dans les municipalités, on est dans des processus de règlement de pesticides. Puis il n'y a personne qui fait le lien du cancer avec tout ce qu'on mange, qu'on vit, ce qu'on respire. Et pourtant, 6 personnes sur 10 meurent du cancer. Et on est capable de dire qu'il va en avoir plus l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, beaucoup de chercheurs cherchent des traitements pour le cancer. Oui, je veux bien là, qu'on essaie de traiter des gens qui sont cancéreux, mais on pourrait peut-être prévenir le cancer. Et ce qu'on ne fait pas du tout, puis les politiciens ne sont pas intéressés à ça. Autant municipal qu'à Québec, à Croix-Moi, là. Ça, c'est sûr.
Peut-être juste pour compléter, parce que ça emmène un bon point. En fait, là, on parle beaucoup de la reconnaissance des victimes des pesticides, par exemple. Puis on nous a posé la question un jour dans une ville en nous disant, mais c'est bien de travailler sur la reconnaissance, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire avant? Donc on a bien conscience de ça aussi. Nous, on est vraiment pour la réduction à la source. Et la réduction à la source, ça veut dire réduire au maximum l'utilisation des pesticides, voire ne plus utiliser du tout de pesticides. Donc on va bien dans le même sens. Puis merci pour ce commentaire. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires dans la salle? Oui. Bonjour, mon nom est Bert Klein. Les derniers 20 ans, j'ai travaillé au ministère de la Faune sur la biodiversité en milieu agricole. Alors, comme ça, j'ai eu le plaisir de travailler un peu sur les pesticides et aussi avoir le plaisir des fois de passer du temps avec le président de l'UPA. Et comme ça m'est arrivé qu'un jour, la municipalité de Montréal a décidé qu'on ne veut plus avoir du Roundup sur l'île de Montréal. Le lendemain, on avait une réunion où l'UPA était présent et que là, le président de l'UPA a piqué une petite crise en disant « On ne peut pas accepter ça chez nous parce que ça, c'est la fin de l'agriculture si on accepte qu'il n'y a plus de Roundup. » Alors, lui, il a piqué une crise. Ça me fait penser à ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le plus grand syndicat d'agriculteurs, l'UPA, ne défend pas vraiment la situation parce que l'UPA, non, je dis ça différemment, la plus grande marchand des pesticides, c'est la Coop fédérée. La Coop fédérée appartient aux agriculteurs. Là, je ne sais pas si les agriculteurs qui sont dans le CA du Coop fédéré et ceux qui sont dans le CA de l'UPA, ce ne sont pas les mêmes. Mais c'est leur voisin, c'est leur copain, c'est le beau-frère. Ils couchent tous ensemble dans le même lit. Alors, d'un côté, on a le vendeur des produits. De l'autre côté, on a l'utilisateur de produits, mais il n'est pas protégé par son syndicat. Alors, je trouve ça quelque chose d'aberrant et que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler quelque chose dans ce sens-là, parce que les dirigeants de l'UPA savent très bien qu'est-ce qui se passe. Ils sont au courant des derniers développements. Ils le savent. Mais en étant le plus grand lobbyiste dans la province de Québec, ils ne font pas du lobby pour la santé des agriculteurs. Vous me permettez? C'est la première fois que je prends le micro. Durant la tournée de victimes des pesticides à Victoriaville, on a eu la chance et l'honneur d'avoir le directeur du Centre du Québec de l'UPA. Vice-président. Bon, en tout cas, vice-président. En tout cas, j'ai augmenté son titre, mais c'est pas grave. Il a posé une question au panéliste qui était là-bas, puis il disait oui, mais dans le temps, on mettait des insecticides dans les fermes pour éviter les mouches, on ne le fait plus maintenant. On a déjà fait des pas en avant, puis oui, OK, d'accord, vous le faites déjà. Mais je veux pas, faut pas se mettre non plus l'UPA à dos. C'est des choses à long terme. Avant de faire bouger des choses, ça prend du temps. Et l'UPA n'avance pas très rapidement. Puis je pense pas que demain non plus, ils vont faire utilisation zéro de pesticides sur le territoire. Hier, à l'Université de l'UQAM, on a une dame qui vient me voir. Je lui ai posé la même question que vous. Je dis pourquoi l'UPA ne défend pas ses membres qui sont contaminés par des produits toxiques qui sont fabriqués par l'agrochimie, puis qui... là, elle est venue me voir après, puis elle semblait un peu offusquée du commentaire que j'y avais fait. Puis, sans micro, elle me dit « Vous, là, ça a coûté comment, votre avocat? » Ben, c'est pas si pire.
Je dis, savez-vous comment que nous autres, on paye notre cotisation? C'est 400 pièces par année. 400 pièces par année, là, multiplier ça par nos membres, ça fait pas beaucoup d'argent. J'ai dit, nous autres, qu'est-ce qu'on dit à nos membres? On ne dit pas de les utiliser, puis on dit pas de pas les... on dit pas de les utiliser, puis on ne dit pas de ne pas les prendre. C'est à l'agriculteur de le faire. C'est à lui à décider. Mais je trouve aussi, je suis comme vous, je ne comprends pas que l'UPA, qui est un syndicat qui doit défendre ses membres, ne se mouille pas plus là-dedans. Je trouve, c'est difficile à comprendre, mais les choses avancent. Moi, je suis un peu un Thomas, je vais le voir, mais je vais le croire, mais je le vois, là. Mais les choses changent. Ils ont collaboré avec nous autres pour un sondage sur leurs membres, sur les pesticides, et ainsi de suite. Il y a une collaboration, mais c'est encore difficile. Mais il faut continuer, il faut continuer. Ben, je pense que ça fait partie aussi, quand on dit d'informer, les gens qui sont à l'UPA ne sont pas plus informés que les gens sur le terrain, que ce soit les agriculteurs, les agricultrices, puis il y a aussi tout un travail de sensibilisation des membres de l'UPA qui est à faire. Et veut pas, l'UPA travaille, tu sais, la Solio, c'est l'industrie aussi, hein? Alors, c'est vrai que c'est des gens qui sont en contact beaucoup avec l'industrie. Donc, il y a vraiment tout un travail à la fois de sensibilisation, puis de montrer, écoutez, regardez là, les impacts réels de tout ça. Donc, oui, c'est très problématique, mais il faut travailler aussi, je pense, de l'intérieur. Puis, je pense que la collaboration qui a été amorcée avec Victimes des pesticides, ben, moi, je trouve que c'est déjà un grand pas. On était surpris, en fait, qu'ils acceptent de faire le sondage. Puis, je pense que ça va aider beaucoup comme outil de sensibilisation. Tout à fait. Peut-être pour compléter, puis je suis tout à fait d'accord, effectivement, donc l'UPA, l'Union des producteurs et productrices agricoles, c'est assez problématique leur position par rapport aux pesticides. On est tous et toutes tout à fait d'accord avec ça. Mais effectivement, on peut au moins saluer que la discussion, elle est ouverte maintenant. Puis là, tout à l'heure, on disait qu'on a un train de retard sur la France, sur la reconnaissance des maladies. Mais Phytovictimes, qui est l'association dont on parle dans le reportage, qui fait à peu près le même travail que nous en France, ils n'ont aucun contact avec le syndicat agricole en France. Et je dis aucun contact parce que c'est très, très compliqué, en fait. C'est pas aucun contact, c'est qu'ils ne s'entendent pas du tout. Donc, quand nous, on leur disait, bah, nous, au moins, on réussit à communiquer avec eux, puis même maintenant, on travaille avec eux, ils étaient super admiratifs qu'on en soit déjà rendu là. Donc, moi, je pense que c'est important de souligner qu'effectivement, il y a un travail de sensibilisation à faire auprès de l'UPA. Que l'UPA, bah, il y a des personnes qui croient profondément en ce qu'on fait dans les équipes, et d'autres qui y croient très peu et qui vont clairement pas aller dans notre sens parce qu'ils vont aller dans le sens de l'industrie. Donc c'est très compliqué de trouver un juste milieu. Mais au moins, en 2019, si on avait parlé de l'UPA, puis Monique nous l'a souvent dit dans ses premières démarches pour aider des membres de sa famille qui ont eu des maladies liées aux pesticides, c'était un grand nom de l'UPA en 2019. Là, on est en 2023, on a 2 projets avec eux. Il y a eu un premier projet qui a été fait en France, justement une mission pour se renseigner sur le fonds d'indemnisation. On va faire un rapport. Pour le moment, ça ne donne pas forcément grand-chose, mais au moins, il y a un intérêt de comprendre comment ça se passe en France et comment sont couverts les agriculteurs. Puis, il y a ce projet d'un sondage qu'on a fait avec eux qui a été envoyé à leurs membres. On va analyser les données, puis on va les publier dès qu'on le pourra. Donc, on est dans un monde pas parfait du tout, mais on espère qu'on va pouvoir continuer cette collaboration. On est assez content quand même que des membres de l'UPA soient venus à notre tournée et assister à des événements, puisqu'ils entendent, bah, je pense que c'est pas facile, parce que clairement on les laisse pas trop tranquilles, mais en tout cas on peut se dire qu'on continue ce travail-là, même si c'est très compliqué, et que je suis d'accord avec Serge que malheureusement c'est trop lent et que ça devrait aller bien plus vite, mais en tout cas. Moi, dans mon cours de toxicologie, il y a 40 ans, on nous enseignait que les insecticides utilisés pour l'alimentation, à l'époque, c'était les organophosphorés, puis les pyréthroïdes, que ça se dégradait dans les 2-3 jours. Les pyréthroïdes, c'est dans la journée même, là. Fait que quand on arrive avec nos fruits sur la table, tout ça, en principe, c'est plus supposé d'avoir assez d'insecticides pour nous contaminer, là, même à long terme.
surtout si on les rince à l'eau ou avec un produit spécial, là. Je voulais savoir votre avis. Est-ce que ce qu'on mange dans les épiceries, les fruits et légumes, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On sait que c'est traité avec des pesticides. Tout ce qui n'est pas bio, c'est traité avec des pesticides. Est-ce que, selon vous, c'est réellement toxique à long terme, selon ce que vous pensez? Oui. Oui, ça a des impacts sanitaires et environnementaux, donc mais sanitaires en termes d'alimentation, parce que, écoutez, comme je disais, non seulement c'est pas juste un principe actif, on va retrouver également le pesticide au complet, donc on peut retrouver de l'arsenic, mais on ne va pas le chercher. Il y a beaucoup de résidus de pétrole aussi dans les pesticides. Donc, c'est extrêmement toxique, extrêmement cancérogène. On va retrouver les PFAS, qui est vous avez entendu, les produits chimiques là, qu'on dit éternels. Il y en a beaucoup dans les pesticides aussi. Ça, c'est tous des éléments qui sont très toxiques. Puis, c'est pas juste un, là. Là, on a, tu sais, votre pomme, là, il y en a sur votre pomme. Il y en a plusieurs types de pesticides. Puis, il y a certains aliments qui sont beaucoup plus contaminés que d'autres. De laver va pas nécessairement, parce que c'est pas nécessairement ils sont pas tous solubles dans l'eau, notamment. Donc, oui, ça a des impacts. Ça a des impacts à long terme. Et tout à l'heure, je mentionnais les perturbateurs endocriniens. Ça, ce qu'il faut savoir avec ces produits chimiques-là, c'est qu'il faut une infime petite quantité. On parle d'hormones, là. Donc, ça imite les hormones. Donc, une exposition, par exemple, une femme enceinte, il y a des fenêtres, là, ou une exposition pendant la fenêtre X du développement du fœtus. Donc, même une petite quantité d'un pesticide perturbateur endocrinien va affecter le développement du fœtus. Et ça, c'est vrai pas juste chez les fœtus, c'est vrai aussi chez les enfants, c'est vrai chez les adolescents. Donc, vraiment, tout au niveau du développement hormonal. Puis, le développement hormonal, c'est tout le développement du corps. Hein. Vous savez, c'est neurologique, c'est les organes, c'est tout. Donc, oui, ça a des impacts très, très importants et de façon chronique aussi. Puis là, on a vu sur le tableau aussi tout ce qui est troubles cognitifs, troubles anxio-dépressifs. C'est important, là, tout ce qui est au niveau neurologique. Puis on parlait des troubles d'apprentissage, du spectre de l'autisme. Ça, c'est toutes des conséquences aussi des expositions. Donc, oui, tout à fait. Ça a des impacts. Est-ce qu'il y aurait une ou deux dernières questions? Puis on aurait le... Oui, il y avait une question? Oui. Tout à fait. Puis peut-être je pourrais renchérir par rapport à ça. Ça, c'est une des choses aussi, parce que c'est sûr que tant qu'on reste dans la gestion des pesticides, on ne s'en sortira pas. Parce qu'il y a toujours un produit qui vient, qui est encore plus toxique, qui est encore plus... Alors là, puis vu, je dirais, le barrage politique au niveau fédéral notamment, il faut sortir des pesticides. Il faut vraiment sortir des pesticides et l'agriculture biologique, effectivement. Puis encore une fois, le Canada est extrêmement en retard par rapport à d'autres régions du monde. Je regardais les statistiques la semaine dernière. L'Amérique du Nord, on est à peu près à 4 3,5-4 de notre agriculture qui est biologique, qui est équivalent à ce qu'on retrouve en Afrique, alors que dans l'Union européenne, on avait 25 à peu près, puis en Australie, on est à 36 ou 37 Donc, on est très, très, très en retard et on n'a pas de politique suffisante pour justement encourager le développement de l'agriculture biologique et je dirais, j'irais plus loin que ça, de l'agrobiologie. De l'agroécologie. Parce que ça, c'est des types de cultures en agroécologie où on va beaucoup plus loin. Parce que là, on introduit notamment le concept de biodiversité dans les champs, dans les forêts. Donc, c'est avec des arbres, avec des animaux, des différentes cultures. Donc, c'est vraiment... il y a beaucoup d'exemples d'agroécologie ailleurs dans le monde où, à la fois, ça fait un revenu extrêmement intéressant pour les agriculteurs, les agricultrices, parce que c'est une diversité de cultures. Pas besoin de pesticides non plus, parce que cette diversité-là de cultures fait qu'il y a beaucoup moins d'impact en termes
contrairement aux monocultures où on a un insecte ravageur qui rentre, puis piou, that's it. Donc, il y a énormément d'avantages au niveau de l'agrobiologie en termes de climat aussi, en termes des sols, d'enrichissement des sols, de la biodiversité des sols qui est vraiment essentielle. Alors, politiquement, il faut soutenir vraiment ce type de transition-là. Et je pense que ça passe aussi par un apprentissage auprès des agriculteurs aussi. Dire, écoutez, là, il y a d'autres façons de faire. On peut vous montrer comment. C'est pas facile, c'est complexe. Hein? Je dis pas que c'est beaucoup plus facile de prendre des pesticides, puis on passe ça sur le champ et voilà. C'est plus complexe, oui, mais je veux dire, ça se fait, ça s'apprend. Et je pense que le gouvernement devrait mettre à la fois des politiques et des fonds pour soutenir ce type de transition-là. J'avais vu les données pour l'Amérique du Nord, là. Donc c'est à peu près la même chose. Mais justement, dans la culture organique, on a le droit de prendre des pesticides qui sont dérivés de plantes, comme la rothénone. C'est un pesticide, justement, qui est dérivé de racines de plantes. Nous, on l'utilise en laboratoire et je pense que c'est pire que le paraquat. Donc, on reproduit encore plus et plus rapidement la maladie de Parkinson chez les cellules ou les animaux. J'ai posé la question à Trois-Rivières parce que je faisais partie du panel. Il y avait Louis Robert qui était là, qui est agronome, qui connaît bien la culture biologique. Et il me dit que c'était quand même minime, c'est-à-dire que c'était seulement une petite partie ou un petit pourcentage de la culture biologique qui utilisait ce genre de pesticides organiques ou biologiques. Donc, moi, ça m'a un petit peu rassurée parce que je pense qu'il connaît bien le domaine, mais il disait qu'il y avait tellement de publications dans le domaine de l'agriculture biologique qui n'est pas connu, qu'on pourrait utiliser ces ressources-là, justement, pour commencer à changer puis initier ce mouvement-là. Oui, puis... OK, ça sera la dernière question, puis après, je vous inviterai à ce qu'on continue de parler. Merci, Dominique Beaulieu. La question est pour Serge. Dans le fond, si toi, tu as passé au travers des maîtres du filet, puis le travailleur agricole aussi, est-ce que ça peut servir de jurisprudence pour changer la réglementation? Oui, pardon. Oui, ça peut servir de jurisprudence. Puis c'est le fun que tu poses la question parce que mon avocate hier, Maître Mongeon, ça l'a titillé hier de... J'ai-tu pris le bon mot? Ça y a pensé beaucoup. Oui, ça l'a fait réfléchir beaucoup que mon cas puisse servir de jurisprudence pour faire un recours, de demander justement que la loi soit modifiée. Tu sais, le 7 ans après la dernière exposition, ça ne tient pas la route. Puis, tu sais, comme chercheur ou comme docteur, ils vont aller dans le même sens que moi. La maladie, elle peut être latente pendant des dizaines d'années. Ça ne tient pas la route. 10 ans d'exposition, ça ne tient pas la route. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'exposition. Ça peut être 1 an. Ça dépend encore de la matière active avec laquelle tu travailles. Puis ça prend la quantité aussi. C'est des choses, ils ont fait du copier-coller avec la même loi qu'il y a en France. Ils sont lavés les mains. Je veux dire, on prend ce qu'il y a en France, puis ça va bien aller. Vous allez voir, la loi va permettre aux gens d'avoir des recours puis de faire des demandes de reconnaissance. Mais à ce jour, en 2023, plus de 2 ans après la loi, on n'a même pas accès aux données de la CNESST, savoir comment de cas qui ont été reconnus. C'est la loi du silence. On présume peut-être une vingtaine, 20, 25. Comment il y en a qui ont été refusés? On ne le sait pas. Nous, on peut avoir des statistiques des gens qui nous contactent, dire « moi, j'ai été refusé », mais il y en a comment de gens qui, un coup qu'un refus, ne savent pas, ne viennent pas nous voir. On est quand même embryonnaire, on a 4 ans d'existence, mais on est quand même embryonnaire comme organisme. Ils ont fait avec les peu de moyens qu'on a. C'est un peu ça. Merci. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 9h et qu'on a déjà pris beaucoup de votre temps. Donc, si vous avez d'autres questions ou des réflexions, n'hésitez pas à les garder pour après. Mais on va s'arrêter là pour le moment.
Juste pour avoir le mot de la fin, donc clôturer cette tournée et clôturer cette soirée. Encore une fois, merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais on sait que venir parler de pesticides, ça attire pas des foules, donc c'est déjà beaucoup pour nous. Donc on est très contents et on vous remercie beaucoup. On remercie beaucoup les Amis de la Terre de Québec de nous avoir accueillis ce soir et de nous avoir aidés à co-organiser cet événement. Puis ça m'emmène sur un autre point qui est la situation de victimes des pesticides du Québec. Nous, on essaye de faire un travail, je pense, d'envergure pour aider les victimes, pour faire de la sensibilisation auprès de la population. Et on fait ça avec très peu de moyens. Donc là, on est très contents. Après 6 événements, on a rencontré près de 200 personnes sur 6 villes au Québec. C'est énorme pour nous de réussir à partir à la rencontre des personnes. Mais comme l'a précisé Serge tout à l'heure, depuis 2019, on n'a jamais touché aucun fonds public. Donc on fait le travail des ministères, mais on n'est pas aidé par les ministères. Ce qui nous amène dans une situation assez dramatique aujourd'hui, c'est que si on n'a pas d'argent qui rentre dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va devoir mettre la clé sous la porte. Alors qu'on fait un travail qui, je pense, est plus que nécessaire au niveau des victimes. Donc si on vous dit ça ce soir, c'est pour vous dire que si vous êtes capable, on prendra évidemment une petite aide financière. Merci pour ceux et celles qui ont déjà participé en fait en arrivant aujourd'hui. Mais aussi, ça passe par l'action collective, tout ce dont on a parlé ce soir. Alors, parlez-en autour de vous, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, allez regarder notre site web, partagez ça auprès de vos proches, vos familles, vos collègues. Si vous connaissez peut-être des personnes dans le milieu agricole qui pourraient souffrir d'une maladie, n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous. On est là pour ça, tant qu'on est là. Mais je pense que c'est intéressant et important de souligner le fait que on est dans une situation qui est très compliquée, mais on garde de l'espoir. On va finir quand même sur une bonne touche. Donc un grand merci à vous tous, merci à vous trois. C'était super intéressant encore une fois de vous entendre. Donc j'espère que ça vous a plu aussi. Et, parfait. Sur ce, passez une bonne soirée. Au plaisir. J'aurais peut-être une dernière phrase à dire, puis c'est pas inventé par moi. La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toutes les sociétés, c'est l'indifférence. Alors, ne soyez pas indifférents à ce qui se passe autour de vous. Je ne voulais pas avoir le mot de la fin, mais ça tombe bien.